soir, moi je reviens. Je vais vous donner la parole assez vite parce que j'imagine que peut-être pour celles et ceux, je n'ai pas demandé qui voyaient le film pour la première fois, mais vous avez peut-être des questions, des interrogations, voire des perplexités. Mais peut-être, je me disais en voyant le film que peut-être pour commencer, avant que tu nous racontes peut-être le tournage, peut-être tu peux donner une indication qui me semble-t-il est utile, c'est-à-dire que le film n'est pas tourné du tout en son direct. Et comment ça se passait sur le tournage des plans? Qu'est-ce qui se passait sur le tournage des plans du fait de l'absence de son direct? Mais, si, il y a un peu de son direct. Il y a un peu de son direct. Si, il y a quand même le discours de l'acteur révolutionnaire. Le discours de l'acteur, il les appelle à la révolution. Voilà, les comédiens, n'est-ce pas? Et lui, il n'était pas du tout comédien, il était un architecte. On a tourné ce plan à 5 h du matin. D'ailleurs, on a dû arrêter quand on commençait à entendre les oiseaux. Et on les entend un tout petit peu, d'ailleurs, si on écoute bien. Non, autrement, il y avait tout le temps la musique. C'est-à-dire tout le temps, dans tous les plans qu'on a tournés, il y avait toujours de la musique. Bon, y compris quand tu dis il y avait de la musique, parce qu'on entend beaucoup de musique dans le film, mais quand tu dis il y avait de la musique, c'est-à-dire que sur le tournage, sur le plateau, Daniel Chute mettait de la musique. Sans arrêt. Oui. Écoutez, musique style, bon, il y avait le prélude du troisième acte de la Traviata sur Madame Bovary. Là, il y avait ça, mais autrement, il y avait sur le... Quand les comédiens se mélangent avec les bourgeois, qui a ce plan très très long, il y a Luigi Nono, c'était pas du tout prévu ça. Il y avait la chanson d'Ingrid, Capri Fischer, quand elle descend les escaliers. Ça c'est du playback, mais c'est Ingrid qui chante. Et c'est la fille sous le tapis, qui joue l'accordéon. Mais c'est du playback. Oui, autrement, il y a quand même pas mal de playback. Hein. Les autres, c'est du playback. Mais pourquoi ils mettaient de la musique sur le plateau, comme comme au temps du muet? Pourquoi il y avait cet accompagnement musical permanent? T'as vu comme ils se déplacent, les comédiens? Avec ce type de travail qu'on faisait, on mettait en place les plans avec la musique, et automatiquement, ça leur donnait... oui, le rythme était beaucoup dicté par la musique. Ça. Et est-ce que la caméra elle-même était... le mouvement de la caméra était porté par la musique ou... Si, mais inévitablement. Tu sais, moi, quand je vois ces plans qu'on a tournés, tu sais, le plan très long qui commence sur le tapis avec la chanson, comment ça s'appelle, la chanson italienne, Questa magnifica giornata, come si chiama? Non mi ricordo, vabbè. Ça, je ne sais même pas s'il y avait ça comme musique. Mais il y avait tout le temps, donc inévitablement, tu es pris dans les mouvements. Surtout dans tous ces mouvements, les spiritismes, tu vois. C'est la tante de Daniel qui joue du violon, fait l'actrice qui joue du violon. Avec donc là, c'est le taïsme, là, c'est... Par exemple, le plan où les domestiques sont attablés, il y a à la fois, on a l'impression, la caméra a un mouvement à la fois optique et physique. C'est comment est construit ce plan? Tu te souviens quand il met et après la caméra s'approche et comme ça, voilà. Plan large, c'est très simple. Hein. C'est un plan large, on se rapproche sur la droite d'abord, puis hop, latéral. Et on recule, on retrouve la même place. Mais c'est optique où il y avait un travelling. Donc il y avait quand même, quand tu disais au départ, il y avait, enfin tu as dit dans l'introduction, tu as amené ta caméra, il a acheté la pellicule à 20 000 francs suisses, il y avait quand même un peu, j'allais dire, de la machinerie du cinéma quand même. Si, les lumières, quand même, les lumières, c'est pratiquement les seules choses qu'on était payées, quoi. Et le salaire de 2 personnes qui s'occupaient comme électricien et machiniste. Alors que c'était,
comprenaient pas très bien ce qui se passait, tu vois, parce que c'était des professionnels, des vrais professionnels. Et je me souviens qu'avec Daniel, on a dit, écoute, je pense que les seuls gens il faut qu'ils soient payés, c'est vraiment eux, tu vois, parce qu'ils étaient vraiment perdus là, dans ce monde-là. Tu vois, un peu, en plus, avec déjà le rythme de tournage d'une part, puis je ne te dis pas qu'est-ce qui traînait sur le tournage comme substance de toute nature. Je dis, ça y allait sec là. Mais comment l'organisation des plans se faisait? Parce qu'a priori, il n'y avait pas de scénario très détaillé. Non. Donc vous êtes parti donc, au jour le jour, donc, avec ce qui se présentait à vous, ce qui venait de l'imagination de Daniel Schmitt. Est-ce qu'une fois qu'il posait sur le papier, je dirais, donc, c'est-à-dire devant vous, donc, les idées qu'il avait pour le jour, il y avait beaucoup de répétitions? Pas de papier, non, pas de papier, bon, le film était pratiquement tourné que dans le haut de l'hôtel, sauf le générique, c'était le seul plan d'extérieur, et c'était le dernier jour de tournage. Quand on avait déjà tout fini, à 5 heures du soir. Pour nous, c'est le matin, c'était plus dans la journée, quoi. Non, mais rien. Le premier plan qu'on a tourné, c'était la chanson, c'était Marco Derby, avec Peter Kern. Voilà. Mais ça veut dire quoi que Daniel Schmitt avait une idée, donc vous en parliez ensemble, oui. Et vous essayez de répéter, de trouver un truc à travers la répétition. Donc, ils avaient déjà répété le playback. D'accord. Hein, techniquement. Ouais. Bon, il s'agissait de savoir comment on le filmait. Bon, alors, on était dans le hall de l'hôtel. Daniel disait, oui, tu comprends, j'aime bien ces lustres-là, oui, c'est bien les lustres et tout. Sauf que tu vois, il a dit, pour avoir le lustre dans le champ, il faut que le comédien, il soit un auteur. Ah ben oui, alors pour ça qu'il chante, il chante quoi, sur une table? On a l'impression qu'il chante sur une table. Sur un patika très haut. Et je dis, ah oui, très bien. Et puis, donc tu vois, je vais comme ça. Là, il y a un plafond dans le champ, avec, ah oui, on peut éclairer un peu ça. Voilà, je dis, d'une façon totalement pragmatique. Je ne sais pas si tu as vu qu'il y a des tapis partout. Et ça, c'est parce que les parterres, ils étaient assez moches. Alors, c'était Daniel qui allait chercher dans tous les chambres de l'hôtel des tapis. Oh, on mettait des tapis, non, ici, non, un peu plus à droite. Enfin, voilà, on y allait comme ça. Et Daniel, il avait un tablier de jardinier. Et il avait, parce que nous, évidemment, on n'était pas chez nous, tu vois. Alors, dès qu'il y avait un clou à planter, il dit, Daniel, viens, il faut mettre un clou là-dedans. Oui, il ne savait pas très bien se servir avec sa main, bref. Et avec une poche ici, avec un marteau et des clous. On avançait comme ça. Les plans, ils étaient inventés jour par jour. Sachant que Ingrid, en certain moment, elle allait chanter Capri Fischer. Ça, c'est défini. Voilà. Toutes les parties. Évidemment, ça, c'est du travail. Là. Mais alors, justement, comment il était sur le tournage? Tu dis, il faisait le charpentier, enfin, il prêtait la main, mais en même temps, par exemple, pour l'installation des lumières additionnelles, pour la création du plateau, tout ça, il était patient, ou tu avais, toi, comment ça se passait? Des heures pour mettre en place des plans. C'était des heures pour mettre en place. Ils sont au millimètre, hein, les déplacements des comédiens. Ça, c'est capable. Il y avait beaucoup de gens qui ont fait le parallèle, évidemment, avec Bob Wilson. Tu vois, surtout sur les déplacements latéraux par rapport à la caméra, le premier plan. Tu vois. Mais bon, mais en tout cas, c'est vrai que toutes les positions, ils étaient fixées. Le premier plan, la fille qui vient, qui ramasse avec une pelle, qui ramasse, on ne sait rien du tout. C'était juste une position qui marchait bien dans le cadre graphique. Et ça, bon, on l'a fait ça avec Daniel, non? Plus à droite, de toute façon, parce qu'il y a l'autre comédien qui rentre de l'autre côté. Voilà. Et vous parliez pendant le plan? Ah non, pas pendant la prise. Non, pendant la prise, il y avait quand même une bonne concentration. Avant, oui, après, beaucoup. Mais il y avait, puis bon, imagine pas qu'est-ce qui pouvait se passer dans les étages de l'hôtel, hein, qu'on ne filmait jamais, qu'on n'a jamais filmé, mais c'était des dialogues assez soutenus, souvent, tu vois. Et justement, le fait que toute la troupe vive donc, jour et nuit donc, sur le lieu de tournage, qu'est-ce que ça apportait donc, au film de ton point de vue?
ça portait le fait qu'on pouvait inventer les choses au fur et à mesure qu'on avançait. Je veux dire, il n'y avait pas un plan de travail, il n'y avait pas d'organisation, zéro. On savait qu'on allait tourner le film dans ce lieu-là. C'est pratiquement que le hall de l'hôtel. Ce que Jean-Marie veut dire, c'est qu'il y avait un intérêt à ce que tout le monde soit coincé. À disponibilité. Ah ben si, un peu, oui. Comment dire, on était un peu sur une fusée, tu vois, un missile, et on partait, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens, tu sais, déjà, quand je pense aux gens qui étaient présents, il y avait quelques comédiens, hein, Peter Châtel, Ingrid, mais il y avait des gens, le tchèque, celui de la prière qui répond en tchèque, lui, il passait par hasard. Par hasard, à film. C'est pas partie de la troupe? Pas du tout. Et puis on lui demandait, il doit rester là, si, mais qu'est-ce que c'est ça et tout. Et, oui, bon, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire ça. Ah, bon. Oui. Donc il y a quand même une sorte de mélange d'accident ou d'improvisation et quand même de grande préméditation, parce que tu dis, les plans, c'était au cordeau, ça prenait des heures de les mettre en place. Et en même temps, j'imagine qu'il donnait qu'est-ce qu'il donnait comme indication aux comédiens? Par exemple, il expliquait pourquoi le ralenti, enfin le faux ralenti, pourquoi il donnait là-dessus des noms? C'était pas des explications directes, mais c'était plutôt des explications indirectes. J'ai presque envie de dire qu'on ne pouvait pas faire autre chose, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire comment dire, c'est vrai que la présence de la musique, elle est vraiment essentielle dans ces cas-là. Tu vois, donc c'est ça qu'il disait. Ça venait petit à petit, quoi. Je dis, Et tu disais qu'il était très précis dans ce qu'il demandait aux acteurs, mais est-ce que les acteurs, eux, de leur côté, donc, avaient une possibilité donc, d'apporter des idées absolument, et de nourrir donc, chacun des plans? Mais ils choisissaient beaucoup, Daniel. Ouais. Bon, puis évidemment, Ingrid, c'était quand même très près, tu vois. Je dis, avec le trio des comédiens, les dialogues, c'était quand même eux. Quand le mot se raconte un autre monstre, enfin, je ne sais pas d'où ça vient, mais beaucoup, ça vient. C'est quand même eux qui les ont. Il y a quand même des références à la culture allemande, évident. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient comme background commun, donc, les uns les autres? C'est-à-dire Daniel Schmitt donc, et les acteurs, Willy Caven, Peter Kern, Peter Châtel, donc c'était vraiment donc, la famille Fassbinder, donc, et tout ce qui allait avec, donc, qui les réunissait. Donc, attention, non, parce que là, tous les comédiens, ils étaient en rupture avec Fassbinder. D'accord. Parce qu'ils venaient d'avoir une crise après une pièce, je ne sais plus très bien. Et d'ailleurs, Rainer, il n'a pas mis les pieds là. Ouais. Il a dit non. Et il a vu le film à Venise, Rainer, en disant voilà, qu'est-ce que c'est cette merde. Bon, parce que le film, non, je raconte dans le livre peut-être. Le film était à Venise parce qu'il mixait à Rome. Et il mixait le film à Rome pour toute une série de raisons, se sont trouvés un mixage à Rome. Et il y avait Visconti qui mixait aussi là. Et tout à coup, il a entendu une musique, il dit tiens, c'est étrange, qu'est-ce que c'est? Et il a demandé mais qu'est-ce que c'est ce film-là? Bon, un film un peu étrange et tout. Oh, puis il est parti en cabine voir un petit bout. Et il a vu des images, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et il a demandé de le voir. Et enfin, il a proposé à Rondi, à l'époque c'était Rondi, le directeur du festival de Venise, et hop, ils l'ont pris à Venise. C'est par Visconti que le film s'est retrouvé en compétition. En tout cas, sélectionné. Ouais. Et à Venise, où il était très bien accueilli, je crois d'ailleurs. Le film. Ben, très bien accueilli, sauf par Rainer. Oui, évidemment. Oui, non, mais après, bon. Qui a fait un monde honorable après, c'est ça? C'était des histoires très compliquées parce que c'était très ami, Rainer et Daniel. Et en compétition malgré tout, l'un avec l'autre, ou c'était plutôt une émulation de l'un et l'autre? Quand ils se bagarraient, Rainer lui disait tu resteras toujours le fils d'un hôtelier. Voilà, donc c'était ça le niveau de bataille. Ce qui n'empêche que 2 films après, donc, Daniel Schmitt adapte une pièce de Fassbinder. Avec Fassbinder. L'ombre des anges qui passera en fin d'après-midi. Ouais, ça c'était un peu plus tard. Juste une chose quand même sur tout à l'heure Jean-Marie disait l'hôtel, l'enfermement.
l'enfermement, on a l'impression quand même, pour des raisons sans doute économiques, mais pas seulement, que c'est un des points communs de tous les films de Daniel Schmitt. Que tu réfléchis de la Paloma à celui-ci, en passant même par Notre-Dame de la Croisette, où Bourgie est coincé dans une chambre d'hôtel. Il y a le baiser des Tosca, Pas du Tosca, oui. Mais pas la Paloma. Non, la Paloma, on a fait des kilomètres. Oui, mais dans le film, il y a toujours l'idée d'un lieu clos, d'un lieu enfermé, presque d'un studio ou d'un plateau. Ça lui plaisait, cette idée, où il en avait besoin, ou pour des raisons économiques? Non, parce que ça lui correspondait fondamentalement à Daniel. Je dis, les réalisateurs, ils font tout le temps le même film. Tu vois, je dis, c'est évident. Je dis, en fait, on lui disait toujours, oui, dans tous les films, Ingrid, elle meurt. Avec le mari qui ouvre une lettre en sachant pourquoi. Je dis, c'est exactement la même situation que dans la Paloma. Voilà. Et on fumait tout le temps les mêmes choses. Quoi. Donc, si tu veux la matière. Évidemment, lui, étant donné que Daniel était quand même très fort à organiser les rapports entre les gens, pour la mise en scène, elle partait de là, selon moi, enfin, ce qu'on appelle la mise en scène, de mettre des gens ensemble les plus improbables. Voilà. Et y compris des comédiens. Et après, il y avait souvent quelque chose qui se produisait, quoi, je veux dire, avec qui avait de l'électricité ou pas, il y avait de la méfiance ou pas, et lui, il adorait gérer tout ce genre de rapports humains, quoi. Et on a l'impression, donc, en voyant ce film-là, mais je crois aussi dans la Paloma, que finalement l'histoire n'est pas ce qui compte le plus dans le cinéma de Schmitt. Est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre jusqu'au bout, de ton point de vue, de sa filmographie, ou alors il va... Non, L'ombre des anges, L'ombre des anges... Et là où c'est un scénario, c'est sur une histoire de Fassbinder. C'est une histoire de Fassbinder. Alors là, L'ombre des anges, c'est totalement différent, quoi. C'est-à-dire que le sujet, le contenu, il a une certaine épaisseur. C'est pas ici, c'est rien. L'histoire du film, elle est sur un carton au début. Voilà, quoi. Oui, c'est ça. Il crée davantage, en tout cas au début, des situations, comme tu dis, met en relation des atmosphères. Et la narration est vraiment secondaire, ou en tout cas, elle est posée d'emblée. Par la suite, ça va changer, effectivement. Tu disais L'ombre des anges, mais Ecat, par exemple, raconte une histoire. On peut dire que Ecat raconte une histoire. Dans un sens plus classique. Dans un sens plus classique. Voilà, ça c'est un peu la trajectoire de Daniel. C'est-à-dire petit à petit, je pense on lui a quand même rapproché souvent de ça, tu vois, de ne pas raconter des histoires, mais ça, à beaucoup de cinéastes, on le rapproche ça. Donc, il a commencé vraiment à se poser le problème d'un récit, mais un récit structuré. Parce qu'à mon avis, un récit, il existe ici. Il est évidemment, comment dire, le formel, il prend le dessus dans la dramaturgie classique, comme on peut apprendre selon les règles bien précises. Bon, évidemment, ici, la dramaturgie, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un autre qui fait surface. Enfin, bref, c'est un peu... Et politiquement, si on décrypte à peu près, le film est quand même, en 72, assez, on pourrait dire, défaitiste, sur le... Et c'est là que la forme est plus importante, elle devient plus importante que le contenu, parce qu'à l'époque, j'aime dire, qu'est-ce qu'on en a ramassé, ils m'ont compris, qu'est-ce qu'on en a ramassé en pleine gueule, je dis, le nom de certaines personnes qui disaient, mais qu'est-ce que c'est des films nazis, mais je disais, épouvantable, quoi, je dis... Ah non, c'était très violent, même de la part de cinéastes avec lesquels moi j'avais travaillé, mais qui étaient très, très... Pas Straub. Straub, il a vu les films, il disait, ah non, avec Daniel, vous ne pouvez pas toucher. Mais d'autres cinéastes ne me posent pas la question qui... Qu'est-ce que c'est ? Mais ça tenait à quoi ? Au fait que c'était pas du tout dans la tendance du début des années 70. Des films avec une dramaturgie, avec des films de contenu.
sociale, etc. Ouais. D'accord. Et puis là, je trouvais plus révolutionnaire, excusez-moi, je trouve plus révolutionnaire ces films-là que beaucoup d'autres. Et où on rejoint d'ailleurs donc le propos donc, de l'acteur italien dans le film, quoi. Donc il parle de révolution qui vient de l'imagination. Bon, là c'était un discours pas très structuré. Et en même temps, c'est quelque chose. Quoi. Donc, avoir une lecture. Je trouve qu'il correspond quand même beaucoup donc, à la révolution que fait Schmitt donc, avec son cinéma, qui est une révolution plus formelle que dans le propos. Et a marqué quand même. Il me semble. Et justement, ça marque une époque. Donc, et il y a quelque chose de très contradictoire avec le fait que, à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, ce soit un cinéma donc, qui soit difficile de voir, donc, parce que donc il a quasiment été oublié. Et s'il n'y avait pas des événements comme la rétrospective de la il ne répond pas aux critères dominants de TF1, c'est sûr. On peut dire qu'il s'en éloigne de plus en plus, à la vitesse de la lumière. Ça c'est sûr. Je donne la parole tout de suite, mais on voit bien que entre lui et toi, comme tu dis, il aimait mettre les gens en relation, en situation. Entre lui et toi, il s'est produit une alchimie, quand même, on peut le dire, pendant 30 ans de compagnonnage, 30 ans d'amitié, 12 films. Qu'est-ce que tu dirais que ça a été pour toi, j'entends d'un point de vue d'opérateur, qu'est-ce que tu as appris avec lui et qu'est-ce que tu dirais qu'il trouvait en toi? Pourquoi finalement qu'est-ce qu'il y avait en toi qui lui... Ah ben si, quand même, ça marche dans les deux sens. Pour 12 films, il a bien fallu que ce soit toi ou personne d'autre. Donc qu'est-ce qui s'est retrouvé? C'est très long ça. Mais cette relation, c'est un peu... Comment tu te l'expliques, toi, quand tu te l'expliques à toi-même? C'est un peu une histoire d'amour, tu vois, je dis, comme dans toutes les histoires d'amour, il y a des moments de crise, etc. Qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler sur ce... Bon, mais c'est un peu inévitable avec Daniel, parce que de temps en temps, il partait sur des choses. Bon, et puis... Mais c'est vrai qu'on était très, très complices. Alors, ce qui était drôle, c'est que lui, il était vraiment de culture allemande, mais il était né d'une vallée un peu plus loin que la mienne. Et alors, en Suisse, oui. Moi, en Suisse italienne et lui en Suisse allemande. Et on était très différents, si tu veux, de culture, mais on avait toute une série de choses en commun, mais qui sont le nord et le sud des Alpes. Moi, c'était le sud et lui, c'était le nord. Mais aussi toute une culture aussi dans un certain sens très suisse. Ça faisait rire beaucoup Rainer, qui rigolait de temps en temps. Mais c'est vrai que certaines choses, paf, on se comprenait comme ça très vite. Et après, bon, il y a des affinités, comment expliquer, tu vois, je dis, c'est pas toujours facile. Mais toi qui as été amené donc, régulièrement à travailler avec les Allemands, je crois savoir, parce que tu m'as confié, que ce soit Daniel Schmitt ou Fassbinder, ont joué un rôle fondamental dans ton ouverture donc, à la culture allemande, alors que, étant suisse-italien, tu avais nourri plutôt une germanophobie au sortir de la guerre. Oui, bon, à l'époque, c'est vrai que moi je travaillais beaucoup à Genève, j'habitais Genève, mais c'est vrai que je travaillais beaucoup aussi à Zurich, en tout ça. Donc c'était un peu... Mais c'est vrai aussi qu'entre les films de Tanner et les films de Schmitt et les films de Straub, c'est en 69, avec Jean-Marie, c'est quand même pas le même genre de cinéma, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même très différent. Mais du coup, comment dire, j'ai un peu l'impression que je trahissais un peu Daniel en faisant des films avec Straub, mais en même temps, soit un, soit l'autre, il nourrissait une certaine façon d'aborder le cinéma. Et en tout cas, quand je parlais à Jean-Marie, Daniel Huillier, des films de Daniel, c'était absolument pas conflictué. Ah ben non, vraiment pas.
Au contraire, c'était avec un grand respect. Il me disait, Jean-Marie, bonjour, Daniel. Voilà, tu vois, je dis, oui, d'accord. Oui, ça c'était le maximum que pouvait faire Jean-Marie. Oui. Non, tu vois, donc tu vois, c'est un sentiment étrange, tu vois, je dis, malgré qu'on pourrait dire qu'il y a une composante un peu mercenaire de mon côté, tu vois. Non, c'était pas ça. J'arrivais à partager des choses et c'est assez fou, mais ces gens-là, ils n'étaient pas aussi loin que ça. Oui. Malgré le fait que c'est... Mais disons, le rapport à la fabrication, comment dire, l'engagement, en tout cas personnel, envers ces personnes, pour moi, disons que je ne me sentais pas un traître, quoi. Parce que c'est beaucoup les familles, dans le cinéma, c'est beaucoup les familles, c'est pour ça que c'est pas toujours simple. Si je peux me permettre, tu n'as pas complètement répondu à ma question, alors je me suis mal exprimé. Il me semble que la fréquentation, que ce soit Daniel Schmitt ou Ingrid Caven ou Fassbinder, a modifié ton rapport, donc le rapport que tu avais à l'époque à l'Allemagne. Oui, j'ai compris. Et que ça a été fondamental pour toi donc, pour la suite de ton parcours. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui. Non, mais c'est clair, mais Ingrid elle est très forte là, à ce sujet. Moi, c'est clair que j'avais un côté très allemand. Quand on est jeune, et de langue italienne, qu'on découvre l'histoire de quelques années avant de nos parents, dans la génération de nos parents en Allemagne et tout, je dis c'est pas très agréable de digérer, c'est très difficile de digérer ça, surtout nous à l'époque on était quand même très comme ça, et il y avait une espèce de truc anti-allemand très fort. Et là, tu vois, je dis quand tu commences à parler avec des gens qu'on rencontrait quand même, Rainer elle était venue un peu sur des tournages, Daniel, Ingrid, donc quand même, tu révises un tout petit peu ces côtés un peu radicaux. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Non, c'est vrai que je dis, tu redimensionnes beaucoup de choses, tu vois, je dis, tu dis quand même, tu vois, je dis, ça peut s'appeler ce discours anti-allemand, ici, des fois. Je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit comme dit, qu'au moins l'Europe, elle sert à servir quelque chose, pas s'entretuer entre les Français et les Allemands, c'est au moins ça. Mais alors pour dire comme Jean-Marie, tu n'as pas tout à fait répondu à la mienne de questions sur qu'est-ce que tu penses que Daniel Schmitt trouvait en toi pour l'aider à faire ses films? Qu'est-ce qu'il avait? Mais c'était un rapport qui allait au-delà du cinéma. J'entends, mais qu'est-ce qui, dans ton rapport à la lumière, au cadre, faisait que pour lui, c'était toi dont il avait besoin? Comment dire, peut-être il aurait rencontré d'autres, oui, il avait rencontré d'autres opérateurs, mais il y avait une affinité que très très vite on se comprenait, quoi. Je dis qu'il n'avait pas besoin Parce que par exemple, tu faisais la lumière et le cadre. Oui. Le cadre, par exemple, vous en discutiez ensemble, tu lui proposais un cadre. On discutait de la lumière, on discutait du cadre. Après, lui, il me disait, écoute, je ne sais rien. Je dis, attends, allez, commençons, on verra. Enfin, tu vois, je dis, on avait un rapport tel de confiance, quoi. Je dis, ça c'est sûr. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a un peu évolué ensemble. Ça c'est important, c'est que moi j'ai fait d'autres films. Après, évidemment, lui s'intéressait beaucoup à d'autres films. Évidemment, il me demandait, ah oui, alors comment c'est un réalisateur? Mais ça, Rainer. Parce que c'est vrai que c'est pas ton premier film, celui-là, en tant qu'opérateur, mais c'est un film de tes débuts. Oui, vous étiez très jeune, tu avais quoi, 27 ans quand tu as fait ce film-là. Et pourtant, c'était pas ton premier film, donc ce qui veut dire que... J'aurais 23 ans, mon premier film. Oui, bon. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des interrogations ou des interprétations par rapport au film ou à Daniel Schmitt? Tosca, c'est après? Oui. Après, Le baiser. Bah, tu dis Tosca après, oui. Ça
Si, beaucoup plus. Et d'ailleurs, justement, ça c'est intéressant d'ailleurs on a fait des documentaires après avoir fait des films de fiction. Alors, où est-ce que c'est la frontière entre le documentaire et la fiction avec Daniel? On n'en voyait pas beaucoup. Il y a la musique. Hein? Il y a la musique. Oui. Oui, la musique du film. D'ailleurs, juste une petite parenthèse avant de donner la parole. Peut-être que c'est une particularité que tu as très forte que tu allais chercher, qu'a apprécié Daniel Schmitt. C'est le fait, me semble-t-il, que tu pars vraiment incroyablement du réel, donc, et que en tant que chef opérateur, donc, tu as un sens très pratique, donc, et un sens au réel qui est très très marqué. Et il me semble que Daniel Schmitt aussi, il part donc de la réalité donc, qui se présente à lui, il en fait quelque chose, quoi. Donc il en fait de la fiction ou il en fait autre chose, mais il part quand même beaucoup donc, de ce qu'il a sous la main, de ce qui se présente à lui. Et j'ai l'impression que toi, en tant que chef opérateur, t'es très, très axé aussi sur le réel et ce qui se présente à toi donc, au moment où tu tournes. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là qu'un accord, donc une entente, s'est nouée entre Daniel Schmitt et toi? On était complémentaires. Oui. On était complémentaires. Daniel, c'était pas, comment dire, il n'était pas très pratique, mais très, il comprenait très très vite les situations. C'était pas, comment dire, malgré qu'il avait le tablier de Châtillon, il n'était pas très fort. Mais comment dire, il avait en même temps, il avait un bon rapport, il s'imaginait ce qu'il pouvait faire. Ouais, des fois on est parti quand même dans des délires un peu Daniel, c'est pas si simple, tu vois. Mais c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, j'arrivais un peu à concrétiser ce qui mettre en pratique certaines idées dans la confusion, mais à travers le dialogue. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose qui s'installe et il faut savoir aussi dire non dans certaines choses, dire non, mais attends, c'est bon, c'est pas comme ça. Si on fait ça, puis on se met de l'autre côté, puis on tourne le plan d'après, enfin bref, on organise la séquence. Voilà, donc. Non, parce que le fait que vous ayez navigué l'un et l'autre ensemble entre fiction et documentaire, moi je trouve raconte pas mal. Un truc du rapport au réel que vous aviez, me semble-t-il, en commun, quoi. Donc, où finalement donc, vous ne mettiez pas la frontière de façon très marquée entre le documentaire et la fiction. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Y compris dans ce qu'on appelle la mise en scène, ou je dis, quand on a tourné le Bacio di Tosca, moi j'ai tourné des séquences où lui, il n'était pas là. Mais c'est pas pour autant que je dis que lui n'était pas là, au contraire. Au contraire, c'est qu'une fois qu'il y a certaines choses que lui, il a organisé un peu dans sa tête, et on est arrivé à donner une certaine forme, après, certaines choses, je pourrais prendre une certaine autonomie. Tu vois, je dis, c'est pas pour autant que je dis que c'est moi qui ai fait ça. Non, c'est grâce à lui. Est-ce que je m'explique? Oui, il y aurait une question. Moi, je voudrais peut-être une petite hypothèse à propos de ça. Voilà, je voulais juste réitérer mon admiration pour le travail de Renato, parce que je l'avais déjà fait lors de la rétrospective Straubier à Beaubourg. Et là, donc, en revoyant le film de Schmitt, je me dis que peut-être Renato avec Straubier allait dans le sens de la clarté du jour, et qu'avec Schmitt, il allait vers la nuit. Parce que déjà, quelques titres de films de Schmitt parlaient de la nuit. Faites tout dans l'obscurité, Cette nuit ou jamais, et 4, ça évoque la nuit. Tout ça, c'est des choses très nocturnes, et notamment, justement, les premiers films. Pour moi, c'est une sorte d'évocation de vos morts, en fait. C'est plus des rituels que des fictions, que des histoires. Dans Cette nuit ou jamais, La Paloma et Violenta, ce ne sont que des évocations de morts, c'est un cinéma spirit, en fait. Donc,
Et doublement mort d'ailleurs, parce que certains des acteurs du film sont morts, justement, Peter Châtel, Peter Kern, Danny Smith lui-même, d'ailleurs dans le bouquin de Freddy Duhache, qui a consacré à Daniel Schmitt, qui s'appelle Portrait de Daniel Schmitt, un magicien, paru en 1975. Daniel Schmitt évoque son enfance où, très, très petit, il s'inventait des amis imaginaires, il a voyagé dans des pays imaginaires, et il me semble que le cinéma, pour lui, c'est justement quelque chose pour prolonger cette imagination. D'ailleurs, Libération lui a demandé pourquoi faites-vous du cinéma? Il a répondu pour être moi seul, comme pendant son enfance, où son imaginaire créait des amis imaginaires, des imaginaires. Et il me semble que le travail de Renato Berta sur le film de Schmitt épouse cette sorte de création d'un espace intermédiaire, une sorte de limbe où se meublent des fantômes, justement. On le voit dans de plans magnifiques où les âmes errantes, des sortes d'âmes errantes, se tournent autour des uns des autres sans se toucher, sans se regarder, avec les sons. D'ailleurs, je ne sais pas le son, on n'en a pas parlé, les sons dans le film Schmitt, dans les premiers, c'est magnifique. Un travail de son. La musique de P.A. Rabel dans Violanta, c'est complètement envoûtant, ça crée la magie du film. Et autre chose, c'est juste pour vous, là, pour la programmation, pourquoi on ne voit pas le moyen-métrage Faites tout dans la Loire? Parce qu'il manque dans la rétrospective, parce que c'est un film, je me suis renseigné, c'est un film télé et il n'y a pas de matériel disponible pour la projection. Donc on l'a cherché, mais à l'heure actuelle, on n'a pas pu trouver de support de projection. Parce que justement, on voit des extraits dans On fait tout dans le noir, on fait tout dans l'obscurité. Ah oui, le premier. Justement parce qu'on voit des extraits dans le film documentaire qui a été fait par Pascal Hoffman et Benny Gabert, là, qui est un très beau film d'ailleurs. Quel film? J'ai pas compris. Le film documentaire consacré à Daniel Schmitt qu'on a vu jeudi dernier. Voilà, donc voilà, je voudrais savoir justement ce qu'il en était de votre... C'est très vrai sur la dimension nocturne, bien sûr les spectres, les revenants, mais en tout cas voilà, un cinéaste de la nuit. Je pense, j'ai revu Hécate, donc j'y pense forcément, mais dans Hécate, indépendamment de la narration, tout ce qui se passe dans la maison, le travail que tu fais sur les ombres dans cette nuit, tout ça dit à quel point, effectivement, ce tournage tout entier de cette nuit ou jamais, qui ne peut se tenir ou ne se dérouler que la nuit, sans doute parce qu'il était trop tôt avant, mais aussi parce que, comment dire, la nuit, c'est toujours le moment où si on est éveillé, ben, ça prend la place des rêves. Et donc il se passe toujours quelque chose la nuit, enfin on peut toujours espérer quelque chose de la nuit. Donc il en parlait ça, lui, de Daniel Schmitt Mais non, mais tu sais, bon... toute votre observation, je dirais que c'est une observation d'ordre critique, c'est-à-dire qu'on peut raconter tout ce que vous avez raconté une fois qu'on voit des heures de films, hein, et après on fait des liens. Je ne crois pas que à l'intérieur de la dynamique créative, j'emploie un terme un peu élégant, n'est-ce pas, le problème il se pose dans cette ère. Je ne crois pas. Tu veux dire que ça se pose film par film? Film par film, et ça se pose à l'intérieur d'une relation qui est, ça me paraît évident que Daniel Schmitt c'est la nuit et que je trouve c'est le jour. Je dis, mais bon, je dis oui, voilà, simplement ça suffit de voir 3 films qu'ils ont fait, un que j'ai fait aussi, c'est évident, quoi. Bon. Après, maintenant, l'impact, la force de ces films, la relation qu'il peut y avoir direct dans ces films, à part la personne de moi, je pense qu'au niveau de la lecture des films, donc à niveau critique, je pense qu'on peut dire des choses plus intéressantes qu'au niveau créatif. Le moment qu'on les fait, on est un peu inconscient. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, c'est un
peu mon truc, mais en tout cas avec Daniel, c'était jamais une demande directe qui me disait, tiens, voilà, j'aimerais ça. Jamais. Comme d'ailleurs, je pense que les meilleurs cinéastes avec lesquels j'ai travaillé, ils m'ont jamais dit, je veux ça. Voilà. C'est des choses qui naissent d'une relation. Et c'est pour ça que je considère maintenant, parce qu'on en a parlé tout le temps dans ce qu'on a fait ensemble, je pense que, comment dire, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes comme Daniel, mais aussi comme je trouve, et de ce point de vue-là, comment dire, on n'affrontait pas le problème, ah tiens, avec Strobe, disant, tiens, avec Daniel, on a fait ça. Je dis, non, c'est des choses tellement différentes et tellement... Est-ce que j'arrive à m'expliquer ou... Tu veux dire par là que la création, c'est tout le temps des problèmes concrets et matériels? Et que... Si, mais ou le fruit, en tout cas, d'une relation. D'une relation qui n'est pas seulement une relation stricte de fabrication, qui est une relation de se voir tous les jours, d'aller manger ensemble, d'aller se promener sur les montagnes. On l'a fait souvent avec Daniel, quoi. Je dis, nous, on partait en bagnole, on allait faire à l'automne, voir les couleurs de l'automne. Et puis, ah, tiens, voilà, ça c'est l'hôtel où Hitchcock venait en vacances à Saint-Maurice. On dit, ah, tiens, on va voir l'hôtel où Hitchcock en vacances. En fait, tu vois, je dis, c'est tout. C'est la création d'une complicité en marchant. Ben voilà, tu vois, je dis, c'est tout un truc c'est jamais quelque chose où il y a une demande précise. Dit, voilà, je veux ça, ou. Voilà. C'est le fruit de tout. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des rapports avec des metteurs en scène très profonds. Et Daniel, évidemment, c'est un réalisateur, mais avec tout ce qui en dérive, hein, je dis. C'est un peu orageux, quoi, je dis, mais bon. Oui, mais c'est peut-être aussi non plus une des particularités de ton parcours, où tu as eu des collaborations pour la plupart du temps très longues avec les réalisateurs avec lesquels tu as travaillé, où tu t'en es pas tenu à un seul film, donc tu as fait plusieurs films d'entre eux pour la plupart du temps, et je pense que ça tient aussi donc à ton rapport à toi, donc au travail, quoi, donc, et à la curiosité qui est la tienne, et qui explique, je pense, hein, c'est mon point de vue, donc tu as fait le parcours que tu as fait, alors que sur le papier, tu n'étais a priori pas destiné donc, à faire ce parcours-là. Il faut savoir que Renato, au départ, était apprenti mécanicien, et c'est sa curiosité, c'est son amour aussi pour le cinéma, son goût pour la rencontre, qui ont fait que, de fil en aiguille, il s'est retrouvé à faire une école de cinéma à Cinecittà, et puis ensuite à rencontrer des réalisateurs qui ont eu envie, donc à leur tour, donc par curiosité, donc une curiosité partagée, de faire un chemin donc avec Renato. Je pense que c'est vraiment donc une curiosité partagée que tu avais, mais aussi que les réalisateurs avec lesquels tu avais partagé avec toi. Curiosité qui fait que, par exemple, Daniel Schmitt aussi donc, était curieux des autres réalisateurs et pouvait, ce que tu m'avais raconté, se retrouver sur le tournage d'un film de René pendant une journée, juste pour voir comment René travaillait. Ou la curiosité de Fassbinder qui me disait quand tu revenais du tournage de Sauf qui peut la vie de Godard, où Fassbinder te bombarde de questions sur comment Godard tournait. Je pense que c'est autant de personnes, de réalisateurs que tu as rencontrés et avec lesquels tu as eu un parcours assez long, du fait de cette même curiosité que vous aviez les uns et les autres, mais d'avis. Oui, oui. Mais c'est vrai ce qui est dit, parce que on voit souvent dans des filmographies, même prestigieuses, d'opérateurs, comme tu dis, qu'ils ont travaillé avec beaucoup de cinéastes, mais parfois c'est un film, 2 films. On se dit, bon, ça a marché là, mais ça n'a pas pris, ou quelque chose n'a pas eu lieu dans la durée. Or toi, c'est incroyable, la longévité de tes engagements et réciproquement de certains cinéastes avec toi, c'est ce qui fait aussi vraiment la particularité de ton trajet. C'est quand même le compagnonnage.
qui se produit avec certains cinéastes. C'est très marquant, c'est très remarquable dans ta filmographie. Avec en plus, donc, excusez-moi, avec en plus, tu me dis donc si je me trompe, mais aussi une recherche film par film de la cohérence propre à chacun des films et qui passe notamment par un long travail de préparation avec les réalisateurs où il s'agit, donc, même lorsque tu fais le 10e film du même réalisateur, de ne pas reproduire donc, ce que tu as déjà fait avec le réalisateur, mais donc, de bien trouver avec lui la cohérence propre au nouveau film que tu fais avec lui. Et cette recherche de cohérence à chacun des films que tu as fait, je pense, peut expliquer aussi pourquoi les réalisateurs sont revenus vers toi régulièrement. Oui, il y a un très beau passage dans le livre où tu expliques que ce qui t'énerve, c'est quand les gens disent ah, le film était nul, mais la photo était admirable. Et tu te dis, mais alors, c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose qui marche pas là. C'est pas l'un contre l'autre. Si le film est réussi, la photo est invisible. Et si la photo est admirable et que le film est raté, c'est que la photo s'est dissociée en quelque sorte du projet du film. Ah ben oui, ça c'est clair. Oui, moi j'ai une toute petite question concrète pour mieux sentir comment ça s'est fait tout ça. Vous récusez le terme de directeur de la photographie, apparemment vous avez 2 assistants. Est-ce qu'ils participaient dans ce jeu d'échange avec ah mince. Daniel Schmitt. Avec Daniel Schmitt. Non, là il y avait quand même, comment dire, Ils étaient un peu vos élèves, ou vos praticiens, ou vos planteurs de clous, quoi. Varini, non ? Oui, là c'est Carlo Varini qui était c'est le premier film qu'il a fait comme assistant opérateur. Non, bon, là, moi c'est vrai que je suis pris souvent entre metteur en scène et donc où on essaie de comprendre, où j'essaie de comprendre pour quel film qu'on veut faire, et diriger une équipe. Hein. C'est vrai qu'il y a un aspect un peu hiérarchique aussi. Bon, et quand on dirige une équipe, il y a des gens qui sont très concernés, et à fur et à mesure qu'on s'éloigne, ils le sont de moins en moins. C'est-à-dire que très souvent, quand on dit un monsieur qui doit installer un travelling, bon, il faut mettre un rail de là à là, dans 90% des cas, il ne sait pas très bien pourquoi je lui demande ça, et éventuellement il le comprendra en faisant le plan. Ça, c'est la qualité des machinistes. Bref, voilà. Donc comment dire, inévitablement, il restera moins, ils sont moins concernés. Moi, c'est vrai que ces films-là, on était payés, juste par exemple, on était payés des cacos. Retenato Nervi, zéro. La Palome, un tout petit peu. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'opérateur, j'ai une plus-value parce que mon travail, il se voit directement. Les machinistes, les électriciens, pas trop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il y a inévitablement il y a une hiérarchie. Et avec les assistants, c'est un peu la même chose, quoi. Tout petit peu. Après, il y a des assistants que évidemment, je me partage certaines choses plus importantes pendant la fabrication. Ça, oui. Mais, oui, alors, dans ce cas ici, évidemment, tout le monde est dans le même hôtel, donc les gens, ils se croisent, et voilà. Comme la période n'était pas à la hiérarchisation, justement. Oui, là c'était moins... C'est moins marqué. C'est moins marqué, la hiérarchisation, dans ces cas-là. On ne lui disait pas, bon, demain matin, on sera à 8 heures, voilà, non, c'est pas ça. Les gens... Il n'y avait pas de fait du service. Non. C'était comme ça, quoi, je veux dire. Voilà. Mais ça respire, ça, dans l'osmose qu'il y a. Enfin, quelque chose. Oui. Ben oui. Bonjour, s'il vous plaît. À propos de curiosité, c'est ma curiosité vis-à-vis du documentaire. Vous pouvez expliquer cette fascination pour le Japon et pour Douglas Sirk, les documentaires. Alors donc le film sur le Japon, c'est un film qui s'appelle Le visage écrit, et effectivement il y a eu de la part de Daniel Schmitt la possibilité et l'envie de filmer le cinéaste Douglas Sirk, de le rencontrer avec une petite équipe, et la petite équipe c'est entre autres toi.
Donc, juste une évocation peut-être de ces deux tournages. L'un qui a duré quelques heures, celui avec Douglas Sirk, non? Oui, oui, c'était 2 ou 3 jours. Oui, alors, le tournage de Douglas Sirk, c'était venu un peu par hasard. C'est-à-dire qu'on partait à Milan pour tourner le Bacio di Tosca. Et en venant de Zurich, on est passé à Lugano. On le savait, hein, on passait à Lugano, on dit mais pourquoi on ne s'arrête pas à faire une interview, sachant que Douglas Sirk habitait à Lugano, pourquoi on ne fait pas un portrait de Douglas Sirk? Ah oui, c'est une bonne idée et tout. Et hop, c'était improvisé relativement vite. Aussi parce que Fassbinder, il devait faire une chose, puis qu'il n'a pas pu, enfin, c'était toute une histoire très compliquée. Mais bref, en allant à Milan, on s'est arrêté donc 2 jours à Lugano, et puis hop, on a continué le voyage jusqu'à Milan, et on a tourné Bacio di Tosca. Après... Mais le Douglas Sirk, lui, il était, comment dire, il était agréable comment dire, il était content de cette... il était ravi. Il était ravi parce que, bon, il ne faut pas oublier non plus que Douglas Sirk, malgré qu'il était danois, mais il a quand même fait sa carrière, le début de sa carrière en Allemagne. Sa femme était allemande, sa première femme allemande, sa deuxième aussi. Puis hop, parti aux États-Unis. Donc, si tu veux, il était assez content. J'avais un peu l'impression qu'il était assez content de parler allemand avec Daniel. Voilà, donc ça lui faisait un certain plaisir. Et pour toi, de rencontrer ce réalisateur qui est quand même un maître notamment du cadre, est-ce que c'était donc 2 jours donc, où tu buvais donc, ces paroles ou... à part justement, à part ce qu'il racontait pendant que la caméra tournait, c'était un rapport de curiosité absolument phénoménal. Quoi. Je dis, comme il m'expliquait des choses, mais j'étais d'une simplicité absolument incroyable, justement sur le cas. Oui, je te raconte ça là-dedans. L'histoire quand il racontait quand il avait quitté, il était où à Berlin, enfin je sais pas, il avait quitté l'Allemagne parce que sa femme était juive et quoi, ça commençait à sentir mauvais. Ils ont décidé de prendre le train de nuit, la nuit de Noël, en se disant peut-être les gens ils sont un peu plus calmes et tout. Bon. Et il m'a dit, et c'est là, comme il parlait très lentement comme ça, il disait, et pour moi c'était le cadre, c'est ça, j'ai dit quoi le cadre, c'est ça. Il y avait la fenêtre du wagon du train dans lequel il était assis, et par laquelle il y avait d'autres fenêtres avec le sapin Noël illuminé. Surtout le cinéma de la sœur, c'était ça. Voilà, il m'expliquait ça, je dis oui, d'accord, c'est bien. Voilà, j'ai passé des moments avec lui. Et sa femme aussi, sa femme formidable. Alors avec sa femme, c'était encore des histoires assez dures et difficiles. Et un mot sur le Japon, peut-être? Un mot sur le... Non, le Japon, c'était Daniel qui connaissait très bien Tamasabu Robando, qui est un acteur de kabuki. Il le connaissait vraiment bien, et il me dit, mais tiens, ça serait bien de le filmer. J'ai dit, oh là là, kabuki, qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, je dis Daniel, mais ça, tu connais le kabuki? Il m'a dit, non, mais je connais, enfin, je connais un petit peu, mais je connais ce monsieur, et qui est vraiment intéressant et tout. Bon, il a écrit un projet. Je me souviens, je lui ai dit, tu me l'envoies? Non, pas un peu comme ça. Mais il dit, envoie-le moi, je sais à peu près de quoi ça parle. Non, je ne te l'envoie pas. Bon, dans l'avion, je dis, écoute, tu peux quand même me filer on va donner 2 pages, mais tu le lis, mais c'est pas ça qu'on va faire. Je dis, oui, d'accord. Bref, et puis, connaissant Daniel, sachant comment il fonctionne, etc., on s'est retrouvés dans un petit village très très loin de Tokyo, où Tamasabu Robando, avec son équipe, faisait des spectacles. Ben, la première fois, je vais voir ça, mais j'étais catastrophé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je dis, mais qu'est-ce qu'on va filmer, comment on va faire et tout. Et Daniel disait, calme-toi, attends.
on revient demain soir. Bref, on a vu le spectacle plusieurs fois, et petit à petit, on est rentré dans un univers qui n'était pas le nôtre, évidemment. Et là, c'est un peu mon angle d'attaque, c'est-à-dire que si on prétend de tout comprendre ce que c'est le théâtre kabuki, je crois que quand on a lu un bouquin, on en sait moins. Quand on en a lu 3 autres, on en sait encore moins, parce que c'est vraiment compliqué. C'est bon. Et on s'était dit, écoute, on se laisse un peu amener parce qu'on ressent, nous, à condition que Tamasabu et de son équipe jouent aussi le jeu. Donc, hop, Daniel, en trigger et tout ça, on est allé séducteur. On est arrivé à installer un rapport avec eux qui était quand même comme ça d'une certaine confiance. Et puis c'est vrai qu'on a fait des erreurs quand même assez importantes. Et voilà, donc il s'agissait de se faire pardonner les erreurs qu'on faisait et puis essayer d'avancer. Mais en fait, comment dire, je ne crois pas que c'est dans la compréhension. Il y a des choses qui vont au-delà, dans ce film, qui vont au-delà de la compréhension de ce qu'on filme. On a filmé une cérémonie religieuse, enfin non, je ne sais pas si elle est religieuse ou pas, on n'a rien compris avec Daniel. On l'a fait une fois, on était là, on l'a fait, moi j'ai filmé et tout, on ne savait pas ce qu'on filmait. Mais il y a quand même une prétention peut-être arrogante de ma part qu'il n'y avait pas... il y avait beaucoup de respect. On filmait ça avec beaucoup de respect. Et la scène, elle est là à voir. Hein. Voilà. Et c'était un peu ça notre moteur. Bon, après Tamasabu Obando, évidemment, il avait une culture, il connaissait très très bien le cinéma, enfin, il avait une culture qui a très très large culture, quoi, je dis. Et donc, du coup, on avait un minimum de terrain d'entente. Voilà. Après, bon, ce qui est toujours intéressant dans ces cas-là, où est-ce que c'est, où commence ce qu'on appelle le documentaire, et où il se termine et commence la fiction. Bon, pour moi, le Bajo Ditos, on ne sait pas. Il n'y a pas de frontières, à mon avis. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi donc, poussé à l'extrême ce qu'on vit sur chaque tournage, donc il y a là poussé à l'extrême parce que t'as affaire à une étrangeté, une altérité quasiment maximale qui est la culture japonaise. Mais est-ce que sur chaque tournage, même en France, donc avec les acteurs français, donc etc., on n'a pas affaire systématiquement donc à une étrangeté, donc singularité, donc à une altérité qui fait que à chaque fois c'est un voyage donc qui n'est pas si prévisible que ça. Oui, je pense pas qu'il y a ouais. Le moment qu'on filme, il y a la caméra, elle tourne, et c'est la vérité qui existe devant cette caméra-là. Donc on peut se dire qu'un film de fiction, c'est un documentaire. Mais qui c'est qui a dit ça? Si, qu'un film de fiction, c'est un documentaire sur les... Oui, Rivette. C'est Rivette qui a dit ça? Rivette qui a dit que toute fiction était le documentaire de son tournage. De son tournage, et le documentaire d'un comédien qui est en train de se battre contre un texte. Voilà. Quand on voit Notre-Dame de la Croisette, c'est un documentaire sur du logis, on peut dire. Absolument. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve ça... Enfin, en tout cas, oui, moi ça m'intrigue, ça. Oui, monsieur. On va prendre une dernière question. Ici. Pardon, juste une petite question. Est-ce que, parce que quand on voit ce film-là, ou La Paloma, on a parfois l'impression qu'il y a beaucoup d'influence de films muets dans les acteurs, dans la manière, dans l'expressivité, ou de plans un peu tableaux. Je voulais savoir est-ce que c'était des références qui étaient assumées, qui étaient discutées, que ce soit le muet, que ce soit la peinture ou des choses comme ça, oui. Avec Daniel ou pas du tout Si, non, Daniel, quand même, les références, c'est un peu... Il y avait toujours quelque chose d'autre que le cinéma qui était présent. La musique, évidemment, tu vois, mais aussi de la peinture, des couleurs, de la peinture. De temps en temps, il arrivait avec des photos, c'est ça, mais oui, tiens, voilà, ça m'intéresse, tu vois,
Voilà. Mais donc il te montrait des images de tableaux pour une couleur. Oui, des images. Il y aurait aussi un tableau. Par exemple, c'est ce que je t'avais dit pendant la projection, la mort de Madame Bovary, quand il y a le médecin qui se met sur la gauche du lit et que Peter Kern il se met dans cette position avec un bras en avant, là c'est un tableau. Là, on avait un tableau, il a dit, mais pourquoi on ne fait pas ça? Oui, d'accord. Et d'ailleurs, tout le décor, fait avec des bouts de ficelle, c'était un peu ce tableau. C'est un tout petit peu... C'est-à-dire qu'on est parti de là. Mais ce n'était pas une reconstitution, c'était juste une idée d'une personne qui a réfléchi avant nous à cette situation-là, et qui a dit, bon, ben nous, on part de là, au moins, on essaie de la dépasser. Mais ce n'était pas une reconstitution hystérique, oui, coup de couleur parfait, tout ça, non. Tu vois, jamais. Mais c'était quelque chose qui permettait de mettre des mots, ce qui est difficile, hein. Par exemple, mettre des mots sur des couleurs, je défie n'importe qui, tu vois. Là, tu as des trucs précis, tu vois. Et le cinéma muet, ça... Ah ben oui, inévitablement, c'est présent. Oui, ça oui. Je en parlais, je dirais, c'était... Ah ben si, non, d'autant plus que vous connaissez bien Daniel, le cinéma, oui. Bon, mais évidemment, quand on cite Murnau, tu vois, Aurore, tu vois, c'est tellement... C'est pas un Aurore, parce que je l'ai revu l'autre jour, et j'ai dit, attends, on n'a rien inventé. Voilà, deux cinéastes nocturnes, on pourrait dire. Murnau et Schmitt, là c'est cohérent, hein, sur le... C'est cohérent sur la nuit. Il y avait une autre question. On va prendre une, alors la dernière, madame. Là, le micro est là. À votre gauche, De l'autre côté. Merci. J'ai été étonnée par ce que vous avez dit sur le travail au Japon, quand vous dites on a commis des erreurs et on cherchait à se faire pardonner. Alors j'aimerais savoir sur quoi vous vous basez, aussi bien pour la sensation d'avoir commis des erreurs que sur le plaisir que vous pouvez avoir eu de façon empathique. Je peux vous raconter une anecdote très... comme ça, première anecdote qui me passe à la tête. À un certain moment, dans Masaru Horan fait ses spectacles et il a il y a une scène, un espace en bois, hein, étant donné que c'est quand même les gestes et tout, c'est tellement calculé, tellement précis. Et sur ce truc en bois, personne ne peut marcher dessus. Hein. Bon, évidemment, nous, au Japon, on avait la discipline japonaise de jamais les souliers partout, hein, les souliers toujours dehors. Bon, moi, à certains moments, je me dis, oui, bon, j'étais là, on faisait les lumières, je marche avec ma cellule, j'étais là, je réglais les lumières, je marche sur le plateau. Je sens un silence qui s'installe dans la salle. Et j'étais terrorisé, j'étais là avec ma cellule comme ça, je dis, oulala, je crois que là, je suis en train de faire une connerie. Alors j'ai demandé à la traductrice, j'ai dit, écoute, viens voir un seconde, parce que l'oreille, comme ça, j'étais vers elle, j'ai dit, attends, là, ce silence, ça m'en... Et alors, la traduction et tout, bref, j'ai compris, marcher dessus, et là, c'était sacré, quoi. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire là, maintenant, j'étais là comme ça. Alors voilà, là c'est le cas typique, j'ai dit, attendez, là, il faut qu'il nous pardonne, quoi. Parce que c'était pour revenir au deuxième jour de tournage. Alors, je suis parti chez Tamasabu. Pour arriver chez lui, c'est pas simple parce qu'il fallait passer des obstacles avec des petits rideaux, tout. Hein. Bon, j'arrive chez lui, je lui dis, écoute, voilà, je crois qu'on a fait une connerie. Ah bon. Voilà, marcher sur le truc. Et il m'a répondu en italien parce qu'il parlait un peu, il parlait de temps en temps, il parlait un peu italien, il avait quelques phrases, il disait, non fa niente. Il me dit, comment non fa niente? Et du coup, il m'a dit, et on est partis tous les deux, on est arrivés sur cette plateforme, tous les deux ensemble, on marchait sur la plateforme, et les gens, ils ont dit, bon ben ok, il a le droit de marcher sur la plateforme. Voilà. Et des choses comme ça pour le raconter pendant des heures. Des choses comme ça, y compris des choses très délicates et très... Et on aimerait qu'un jour vous nous les racontiez, ces choses-là.
C'est-à-dire les Alors, on va moments d'impact positif. On va se les raconter sur la mezzanine si vous voulez bien. Parce que c'est. On va se voilà, pour ceux et celles qui le veulent, on va retrouver Renato et Jean-Marie sur la mezzanine de la librairie. Mais d'abord, un grand merci à vous deux et un grand merci à Renato.